Bonjour à tous, vous écoutez les vidéos de la revue Militant, les vidéos d'été, et me voici en présence du rédacteur en chef, monsieur André Gandillon. Bonjour à vous, monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Pour cette fois-ci, donc, nous avons deux sujets, et nous allons commencer par la Nouvelle-Calédonie. Pour vous lancer là-dessus, donc, vous allez faire brièvement, on va traiter de ces enjeux dans l'actualité, de la présenter un petit peu dans son histoire par rapport à la colonisation, par rapport aux Français, les tribus aussi qu'il y a pu avoir sur place, les mouvements kanaks. Et enfin, pour conclure, nous parlerons un petit peu de ces enjeux stratégiques et dont le fait que la Chine veuille sauter dessus, veuille profiter de ces différents référendums qui ont lieu pour abandonner la France, ensuite peut-être se rattacher à autre chose. Des référendums, on peut déjà dire tout de suite qu'il est assez étonnant que l'on multiplie les référendums de telle manière que enfin les gens votent l'indépendance d'un territoire qui relève de la souveraineté française. On les fait voter jusqu'à temps qu'ils votent dans le sens où on veut, c'est-à-dire dans le sens habituel de la trahison des intérêts français. Mais... Oui, parce qu'il y a eu 3 référendums en combien de temps? 3 ans En 3 ans, oui. Ouais. Et il y a un autre référendum qui est prévu pour le mois de décembre prochain. C'est ça. Où, alors là, disons, les traîtres patentés de notre pays espèrent que cette fois-ci, enfin, les gens vont voter pour l'indépendance. Pour la simple raison que, nous allons y revenir tout à l'heure, mais lorsqu'il y a eu les révoltes des années 80, Rocard, qui n'est pas un des modèles de patriotes français, avait signé des accords de Matignon, de telle manière qu'au bout de 20 et quelques années, on arrive à faire des référendums sur l'indépendance. Et si l'indépendance était admise tout de suite, eh ben, c'était formidable, on ne revotait pas. Si l'indépendance n'était pas votée, si les gens persistent à vouloir être français, on les fera voter ensuite. Et si jamais encore ils voulaient rester français, on les fera voter encore une fois de plus. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. La seule chose, c'est que progressivement, le pourcentage de oui au maintien dans la France diminue. On est passé en gros de 58%, au dernier à 53%, et là, cette année, au mois de décembre, ils espèrent peut-être passer en dessous de la barre des 50%. Cela dit, il faut tout de suite dire une chose, c'est le côté fugitif de l'élection qui ne veut rien dire, parce que les élections correspondent à un moment donné, à une sorte de point de passage particulier qui est lié à une préparation mentale, psychologique des gens, qui ne reflète pas nécessairement les décisions que les gens prendraient à l'état réfléchi et à l'état posé. La passion fait le reste. Voilà. C'est le gros problème d'ailleurs de toutes les élections, et c'est pour ça que, sauf si on a affaire à des hommes d'État de valeur, les hommes d'État produits par les élections ne durent pas longtemps, parce que passé l'enthousiasme du moment où en gros on a chauffé à blanc l'Assemblée, eh bien l'enthousiasme retombe, et puis après on se mord les doigts d'avoir voté pour un tel ou un tel, quoique le système électif, bon, ce n'est pas le lieu de faire le procès de la démocratie, mais le système électif est un système qui ne peut, à l'exception près, que produire que des médiocres. Mais comment se fait-il, n'empêche, que cette Nouvelle-Calédonie qui du coup décide finalement de rester plutôt majoritairement dans le giron français, malgré une certaine propagande, quoi. C'est-à-dire que ça... Tout simplement, la Nouvelle-Calédonie est peuplée en grande partie de populations venues d'Europe, pour l'essentiel, et ce sont des gens qui, effectivement, ont colonisé le pays, mais un pays qui était en grande partie à l'abandon, comme beaucoup de pays que nous avons colonisés. C'était des pays qui étaient peuplés par des tribus, notamment en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks. Kanak qui vient d'un mot indonésien qui signifie tout simplement être humain. Et qui étaient des anthropophages, qui s'adonnaient à la guerre, qui s'entretuaient sans cesse. Bon, et évidemment, on ne peut pas nier que la présence française a progressivement apporté
a apporté alors ce que l'on appelle la civilisation, mais surtout une certaine pacification des mœurs et une élévation de la façon de vivre des gens, dans leur comportement, dans leurs relations. Faire disparaître l'anthropophagie n'est quand même pas quelque chose de négligeable, même si aujourd'hui, avec l'utilisation de fœtus, je fais un aparté, mais tout est lié, l'utilisation de fœtus dans la préparation des vaccins anti-Covid revient à rétablir l'anthropophagie dans une civilisation européenne qui n'est plus chrétienne, mais qui devient de plus en plus barbare et de plus en plus archaïque, en ce sens. Voilà. Et je dirais simplement une chose, puisque le sujet ne sera pas abordé aujourd'hui, que cette question des vaccins, indépendamment du fait qu'ils sont loin de résoudre le problème du coronavirus, ne peuvent pas être acceptés dans la mesure où, utilisant des embryons humains, des fœtus avortés sciemment pour produire ces vaccins, non pas que l'on retrouve les cellules d'embryons dans les vaccins, mais ils ont servi à fabriquer les vaccins, rien que pour ces questions-là, qui peuvent être vues d'un point de vue chrétien qui les pose, mais d'un simple point de vue de réflexion logique, ne peuvent pas être acceptées parce que l'on ne peut pas utiliser la vie d'autres hommes pour en soigner d'autres. C'est quelque chose qui ne marche pas. Ou alors on retombe dans la barbarie la plus profonde. Voilà. Bon, ceci dit, pour en revenir à la Nouvelle-Calédonie, même on peut en parler géographiquement. Pour en parler géographiquement, la Nouvelle-Calédonie est un archipel qui se trouve assez loin de la France, puisqu'il se trouve à peu près à 16 700 km de la France. Il faut plus de 24 heures pour y aller en avion. C'est un archipel qui fait 18 600 km², de l'ordre de 18 600 km². Et pour tout dire, il est à 1400 km seulement de l'Australie et à 4700 km de Tahiti. Donc vous voyez, c'est extrêmement loin de chez nous, ce qui fait que les problèmes de Nouvelle-Calédonie intéressent peu les Français, étant donné que c'est une terre extrêmement lointaine. Alors que d'un point de vue géostratégique, géopolitique, la présence française dans le Pacifique est de plus haute importance. Et vous dites qu'il y a quand même en proportion pas mal d'Européens, même de souche, là-dedans. Oui, alors la densité du pays, aujourd'hui, oui. Alors je voulais simplement dire une chose pour préciser. L'île principale, la Grande Terre, l'île principale de Nouvelle-Calédonie, qui est là, fait, je pense qu'on la voit, fait 400 km de long et de 40 à 60 km de large. Avec au large l'archipel des îles Loyauté, qui elles sont peuplées de populations kanak. Avec la fameuse île d'Ouvéa dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Et ces fameuses îles Loyauté, lorsqu'on voit la carte, elles sont déjà à une centaine de kilomètres de l'île principale de l'archipel. C'est pour donner une idée de l'immensité de la région. Alors la densité de la population, elle n'est pas énorme. La densité de la population, c'est en gros 15 habitants au kilomètre carré. Voilà. Il y a 270 000, 275 000 habitants sur l'archipel. L'essentiel vit essentiellement à Nouméa, qui se trouve dans le sud de la Grande Île. Elle rassemble à peu près, Nouméa et ses environs rassemblent à peu près 60% de ces 275 000 habitants de la population néo-calédonienne. Voilà. Donc ça permet de situer un petit peu la population, le territoire où nous en sommes. Voilà. C'est ça. Et sinon, quelle a été son histoire, même un peu avant l'arrivée de colons? Avant l'arrivée de colons, elle était peuplée de populations mélanésiennes, comme la plupart des îles d'Océanie. Elle avait été découverte en 1774 par l'explorateur anglais James Cook, qui l'avait baptisée New Caledonia, Nouvelle-Calédonie, en hommage à l'Écosse, puisque l'Écosse s'appelait à l'époque romaine Calédonia.
Ensuite, les explorateurs français y sont passés, la Pérouse au moment de son expédition. Puis, au cours du 19e siècle, vous avez eu le grand explorateur français, l'amiral Dumont d'Urville, qui, lui, a officiellement découvert en 1827 les îles Loyauté, dont je parlais tout à l'heure, qui sont à 100 km de la Grande Terre. Mais c'est essentiellement par le commerce du bois que les relations vont s'établir entre les Européens et les Kanaks au cours des années 1840. Mais il s'est passé une chose, c'est que les Mélanésiens, les Kanaks, voulaient bien vendre leurs armes, à condition que ce soit eux qui les abattent, qui en assurent le transport jusqu'au point d'embarquement. Donc il y avait déjà une prise de conscience du fait qu'ils voulaient être maîtres de leur terre, si l'on peut dire. Alors les échanges se faisaient en termes d'outils. On échangeait des outils, des objets de verre, et puis il y avait aussi la chasse à la baleine. Et on leur donnait aussi des fusils. Vous voyez, donc c'était une sorte de troc qui se produisait. Mais il s'est passé une chose, c'est que Louis-Philippe, son gouvernement, donc Guizot et le maréchal Soult, ont été amenés à intervenir parce que les missionnaires étaient en proie à, non pas l'hostilité des Kanaks, mais l'hostilité des Britanniques qui voyaient d'un œil assez mauvais les Français arriver dans des territoires où ils étaient déjà installés depuis longtemps. Je rappelle, l'Australie n'est pas loin, elle a 1400 km et c'était une terre de bagne pour les Anglais. Par contre, il s'est passé une chose, c'est qu'en 1850, à Yengeban, il y a eu un massacre. Alors là, d'un équipage français venu en reconnaissance sur les côtes pour l'installation d'une colonie, en l'occurrence d'un bagne. Et à ce moment-là, Napoléon III, comme ça se pratiquait à l'époque, a envoyé une expédition pour remettre de l'ordre dans le pays. Et en 1853, la Nouvelle-Calédonie fut déclarée colonie française, ce qui permettait à la France de s'installer. Alors, en 1854, on a fondé la ville de Port-de-France, qui aujourd'hui s'appelle Nouméa. Il s'appelait très vite Nouméa d'ailleurs, il s'appelait Nouméa en 1866. Alors, je disais que l'idée était d'ouvrir un bagne. On avait déjà Cayenne en Nouvelle-Guyane, en Guyane, et là c'est d'ouvrir un bagne. Le bagne a été ouvert en 1864. Alors, les bagnards étaient punis de ce qu'on appelle la double peine. Ils avaient une peine à purger dans le bagne, mais ils devaient rester autant d'années en Nouvelle-Calédonie qu'ils avaient été au bagne pour coloniser le pays et s'installer. Après quoi, à la limite, ils pouvaient repartir en métropole, mais en général, à partir du moment où ils s'étaient installés, qu'ils avaient travaillé dans le pays, ils y restaient. Ça a été la base du peuplement européen en Nouvelle-Calédonie. Alors, à ce moment-là, il y a eu évidemment des conflits qui se sont posés avec les tribus mélanésiennes, donc les tribus Kanaks, qui étaient divisées en chefferies, qui elles-mêmes s'entretuaient. Et il y a eu des accords qui sont passés, mais finalement, bon, c'était toujours une question de rapport de force. Mais l'histoire du monde n'est qu'une question de rapport de force. Il ne faut pas l'oublier. Et il n'y a pas de question de repentir là-dedans, c'est simplement une question de rapport de force. Le jour où nous, d'autres seront plus forts que nous, par notre propre faute, eh bien, ils nous écraseront et nous n'aurons pas à nous plaindre parce que nous aurons donné les verges pour nous faire battre. Ça, il faut bien préciser aujourd'hui, parce que la repentance, on a fait ci, on a fait ça. Non. On était les meilleurs, on était les plus forts, on a avancé, on avait les moyens, c'est la loi de l'histoire. Bon. Il s'est passé une chose, c'est qu'en 1871, à la suite de la guerre de 70 donc, et de la défaite de la Commune, mais aussi de la révolte qui avait lieu en Algérie, la révolte d'Al-Mokrani, on a déporté, le gouvernement de la République, la Troisième République naissante, a déporté nombre de communards qui n'avaient pas été fusillés, parce qu'ils ont fusillé pas mal, les Versaillais, et les chefs et révoltés berbères d'Afrique du Nord en Nouvelle-Calédonie.
Alors, parmi les déportés, il y en a des célèbres. Il y a Henri Rochefort et Louise Michel. Alors, un mot sur cette révolte d'Allemagne. La révolte d'Allemagne avait eu lieu d'une part parce que la France était défaite et que les populations autochtones d'Afrique du Nord pensaient pouvoir réagir, mais aussi par le fait que, à l'époque, le ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, qui était le président de l'organisation juive dominante en France et en même temps membre du Grand Orient, avait donné la nationalité française à tous les juifs d'Afrique du Nord alors qu'il l'avait refusée aux musulmans. Voilà. À ceci près qu'il faut préciser, c'est que les musulmans, à la différence des juifs, voulaient conserver leur statut juridique propre, alors que les juifs avaient accepté d'entrer dans les lois du Code civil et de s'en accommoder. Voilà. C'est ce qui explique d'ailleurs que pendant longtemps, il y a eu 2 collèges électoraux en Algérie, un collège indigène et puis un collège disons, régi par le Code civil. Alors, il s'est passé une chose, c'est que donc, le rôle des communards n'a pas été nul, et le rôle des déportés d'Algérie non plus, parce qu'aujourd'hui, ils constituent encore un fond de la population et un élément de colonisation important. Hein. Alors, l'administration pénitentiaire, pour étendre son bagne, possédait une grande partie du foncier sur lesquels s'installaient les Français. Et auxquels sont venus se joindre aussi, il ne faut pas l'oublier, nombre d'Alsaciens lorrains qui, voulant fuir le fait que l'Alsace-Lorraine était devenue allemande, sont venus s'installer pour certains en Algérie, mais d'autres aussi en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une chose, c'est que entre l'exploitation, il y a l'exploitation des terres, mais il y a aussi la découverte du nickel. Le nickel est aujourd'hui l'industrie phare, l'activité économique industrielle phare de Nouvelle-Calédonie, mais l'exploitation du nickel a commencé dès les années 1866, lorsque le minerai a été découvert par Jules Garnier. Alors, il s'est passé une chose, c'est que très vite, l'État français s'est déclaré en 1855 et en 1862 propriétaire de toutes les terres de Nouvelle-Calédonie. Ce qui a fait qu'en quelque sorte, on expropriait les Kanaks d'une grande partie de leurs terres, sur lesquelles ils avaient des droits de pâture, des droits de nomadisation, mais qu'ils n'utilisaient pas nécessairement. Finalement, par un arrêté impérial de janvier 1868, on a laissé une grande partie de leurs terres aux Kanaks, qu'on appelait propriété incommutable, insaisissable et inaliénable, qui étaient laissées aux Kanaks, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient ni les vendre, ni les acheter, mais elles étaient aussi protégées contre toute violation de colonisation. Donc, c'était une colonisation, mais qui faisait la part du feu et qui laissait aux autochtones une possibilité de se maintenir dans le pays en pleine possession de leurs terres. Par contre, on a mis en place ce qu'on appelle entre 1874 et 1881, sous la Troisième République, ce qu'on appelle le Code de l'indigénat. Alors, le Code de l'indigénat était un statut qui préservait les religions et les coutumes des Kanaks, mais par contre leur enlevait tout droit civil au regard de la République, enfin, du Code civil. Ça a été aboli voilà. au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors il a fallu... Alors, tout cela, ça a duré assez longtemps, et en même temps, la colonie, les réserves, la surface des réserves a diminué assez fortement. En 1890, il y avait 320 000 hectares de terre réservés aux Kanaks. En 1902, il n'y en avait plus que 124 000 hectares. Donc c'était quand même pas mal réduit. Ce qui a provoqué quand même nombre de révoltes. Alors vous avez eu déjà une révolte en 1878, la révolte d'Ataï, mais vous avez aussi des révoltes importantes au moment de 1913 et aussi durant la Première Guerre mondiale.
Alors, une chose intéressante, c'est que l'administration coloniale, qui ne disposait pas de troupes suffisantes, a réussi à vaincre ces révoltes, non pas en écrasant par l'armée française les révoltes, mais en utilisant des tribus kanaks les unes contre les autres, qui se sont neutralisées et qui ont permis à la fin d'arriver à un accord, à un modus vivendi. Et finalement, bon, les années ont passé, et en 1947, le code de l'indigénat a été aboli. On a établi un statut qui progressivement donnait aux Kanaks l'égalité civile pleine et entière avec les Français, avec les 1947. En 1947. Alors, comme ils ont eu le droit de vote, ils ont eu accès au suffrage universel 10 ans plus tard, en 1957, évidemment, se sont constitués des partis politiques kanaks. Des partis politiques kanaks. Pas forcément indépendantistes. Pas forcément indépendantistes, pas forcément indépendantistes. Alors, à l'époque, dans les années 70, la population de l'île a augmenté fortement par l'avenue de 20 000 nouveaux colons, immigrants, si on peut dire, venant essentiellement de France, et venant aussi d'Algérie, parce que beaucoup de Français d'Algérie, ayant été chassés de l'Algérie en 61-62, se sont installés en Nouvelle-Calédonie. Ou dans les dom-toms, peut-être. Ou dans les dom-toms. Il y a une relation un peu entre les deux, j'imagine. La Nouvelle-Calédonie est un autre dom-tom. On leur a proposé de reprendre le travail qu'ils avaient fait admirablement en Afrique du Nord, sous d'autres cieux. Nous dirons tout à l'heure que, malheureusement, si l'indépendance arrivait, nous pouvons craindre que ces admirables colons risquent d'être obligés de faire de nouveau leurs valises. Mais c'est un autre sujet que nous verrons après. Alors, dans les années 70, il y avait à peu près 55 000 Mélanésiens contre 50 000 Européens dans le pays. Et les communautés étaient assez séparées, j'imagine. Les communautés étaient assez séparées, mais toujours pareil. Avec les Français, il n'y a jamais eu de séparation. De cloisonnement. Il n'y a jamais eu de cloisonnement, il y a toujours eu des contacts. Alors, ça va de ceux qui refusent de parler, des deux bords d'ailleurs, d'en parler aux uns aux autres, et puis les autres qui discutent, qui s'entendent, et même qui... Il y a même parfois des unions entre eux. Non, on ne peut pas considérer qu'il y a un apartheid. C'est quelque chose qui est inconnu pour les Français. Ça. Oui, c'est vrai. Quelque chose qui est inconnu. Et alors, par contre, on a fait venir aussi de nombreux Polynésiens qui viennent de Wallis et Futuna notamment, et qui, eux, bien qu'étant mélanésiens, sont considérés comme des envahisseurs par les Kanaks, par les autochtones. Alors, en 1957, il y a eu... la période gaulliste. Mais avant 1957, avant la période de Gaulle, il y a eu une période, disons, qui a donné une certaine autonomie à la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on appelle les lois de fer. Décidément, de fer était pour la décentralisation, puisque c'est avec ces lois de 1982 qu'on a instauré la décentralisation en France. Mais là, bon, c'était en Nouvelle-Calédonie, donc c'était les lois cadres de fer qui avaient donné une grande autonomie à la Nouvelle-Calédonie, mais qui ont été rapportées en 62 par les lois Jacquinot, sous De Gaulle, qui ont recentralisé le pays. Et il y a eu notamment la loi Biot de 68, qui a en gros retiré à l'Assemblée territoriale néo-calédonienne l'essentiel de ses pouvoirs. Donc, il y a eu des va-et-vient, mais sous Giscard, en 1976, de nouveau, on a abrogé ces lois centralisatrices pour redonner de l'autonomie aux Calédoniens. Donc, on voit qu'il y a un chassé-croisé entre l'esprit, disons, jacobin, l'esprit décentralisateur, jusqu'au moment où alors a émergé un mouvement autonomiste et puis indépendantiste kanak. Alors ça, en gros, ça s'inscrit dans la logique du moment, dans l'esprit du moment, à une époque où il y a des mouvements de décolonisation un petit peu partout. Il n'était pas étonnant que les Kanaks, eux, à leur tour, veulent leur indépendance.
veulent au moins une autonomie et, surtout, et éventuellement une indépendance. Alors, vous avez eu, à ce moment-là, la création en 1975, issue de l'Union néo-calédonienne, la création d'un parti de libération kanak, dirigé par un prêtre défroqué qui s'appelait Jean-Marie Djibaou. Djibaou qui a mené pendant des années la cause de l'indépendance en créant le Front indépendantiste et en s'appuyant notamment sur les îles Loyauté qui étaient entièrement en population kanak. Alors il s'est passé qu'au même moment, évidemment, les Européens se sont organisés en créant le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, le RPCR, qui a été dirigé par Jacques Lafleur, de tendance gaulliste et chiracienne. Jacques Lafleur qui a dominé la vie politique de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la dernière décennie. Alors, il s'est passé une chose, c'est qu'en 1981, François Mitterrand est élu à l'Élysée, est élu président de la République. Alors à ce moment-là, les indépendantistes se rapprochent des socialistes et évidemment demandent l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Alors évidemment, le gouvernement français, même socialiste, il va à pas feutrer. Et Georges Lemoine, qui était le maire de Chartres, mais aussi qui était le ministre des Dom-Tom, prépare un statut d'autonomie qui, évidemment, ne plaît pas aux Kanaks. Alors, à ce moment-là, les Kanaks, le Front indépendantiste kanak, le FNLKS, développe un mouvement de révolte, refuse de participer aux élections et commence à chasser les colons européens, notamment les éleveurs, les caldoches, puisque c'est le nom qu'on donne aux Européens, leurs exploitations. Il y a eu des problèmes d'ailleurs à Thio, notamment sur la côte est de l'île. Et ensuite, tout cela va se suivre par des troubles, par des bagarres, même par des morts. Il va y avoir des morts, jusqu'au moment où un jeune Européen, Yves Tuel, est assassiné. Alors à ce moment-là, il y a une tentative du gouvernement français qui était dirigée par Fabius de calmer le jeu et de créer 4 régions à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Alors, l'idée, c'était de faire en sorte que sur les 4 régions, il n'y en ait qu'une seule qui reste aux Caldoches, aux Européens, et que les 3 autres tombent dans les mains des Kanaks. Bon, effectivement, c'était en gros une partition non dite de l'île. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque l'essentiel de la population française est dans le sud de la Grande Terre, vers Nouméa et autres, et que pour l'essentiel, les Kanaks étaient majoritaires, pas toujours de beaucoup, mais majoritaires dans le nord, et surtout dans les îles Loyauté. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, un début de guerre civile se produit. Il y a des indépendantistes kanaks qui sont tués par des colons. C'est l'incident de Yengen en janvier 85. Et il y a des indépendantistes kanaks qui prennent en otage des colons. Finalement, tout ça se termine par l'intervention du GIGN et qui abat ces chefs kanaks, dont notamment Éloi Machoro, qui était assez connu à l'époque. Alors ensuite, on met en place un référendum. On tient un référendum en 87, mais là, on arrive à ce que 98% des électeurs calédoniens se déclarent pour le maintien dans le giron de la France, enfin de leur république. Et les Kanaks avaient tendance à voter un peu moins positivement en proportion, j'imagine. En proportion moins, mais quand même malgré tout. Et alors à ce moment-là,
Le problème reste entier. Et puis au moment où il y a la période de la cohabitation entre Chirac et Mitterrand, et surtout au moment de l'élection présidentielle, de la campagne présidentielle qui a vu la réélection de Mitterrand, se produit l'affaire de la grotte d'Ouvéa, où s'étaient retranchés des indépendantistes kanaks. Et l'affaire se termine par un assaut de la part de l'armée, et puis par le fait que 19 indépendantistes se sont tués et 5 soldats français sont tués. Donc on est quasiment au bord de l'affrontement. Et à ce moment-là, Michel Rocard, qui est nommé Premier ministre par Mitterrand à la suite de la réélection de Mitterrand, convoque toutes les parties, ce qui aboutit aux accords Matignon de 26 juin 1988, qui prévoit l'établissement d'un statut transitoire de 10 ans, qui doit se terminer par un référendum d'autodétermination relativement à la question de l'indépendance. Alors, il s'est passé une chose, c'est que l'idée de l'indépendance n'était pas vraiment implantée dans l'esprit des gens, puisque lorsqu'on arrive à l'échéance des 10 ans, c'est-à-dire en 1998, on décide tout simplement de reporter le réféendum, parce que personne n'a vraiment envie de trancher le sujet. Les Kanaks eux-mêmes n'arrivent pas à être tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire avec l'indépendance. Bref, on botte en touche et on reporte le référendum sur l'indépendance à une date ultérieure. Par contre, ce référendum provoque une rupture dans le droit républicain. La République une et indivisible, on est obligé de créer un statut particulier pour les Kanaks, donc la République une et indivisible disparaît. Alors on parle de mettre en place une citoyenneté néo-calédonienne. On parle de promouvoir la culture kanak et de leur donner un drapeau, de leur donner une devise, de leur donner un nom de pays propre. Et ensuite, surtout, on crée ce que l'on appelle la notion de citoyen héréditaire fondée sur le droit du sang. Or, je le rappelle, en France, ce qui prévaut dans la législation républicaine, c'est le droit du sol. Vous êtes né en France, vous êtes français. Un cheval né dans une écurie, un cheval né dans une étable, est une vache. Voilà. Bon. Et là, curieusement, pour répondre aux indépendantistes kanaks, enfin aux revendications nationalistes ou ethniques kanaks, on crée la notion de citoyen héréditaire fondée sur le droit du sang. Voilà. Et on prévoit des référendums d'autodétermination en 2014, en 2018, avec des élections provinciales. Parce que, évidemment, dans une démocratie comme la nôtre, que le monde nous envie, rien ne peut se passer sans élection. Même si tout le monde sait comme Coluche que si les élections servent à quelque chose, il y a longtemps qu'on les aurait supprimées. Bon. Et alors, ce système électoral, justement, au lieu de permettre de voter à toutes les personnes installées en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qui ont une carte d'identité française, on va créer des collèges électoraux différents. Pour pouvoir voter, il va falloir que vous ayez résidé pendant un certain temps en Nouvelle-Calédonie, sinon vous n'avez pas le droit de voter. Ce qui est quelque chose de totalement dérogatoire au droit français. Si aujourd'hui on dit les personnes qui résident en France et qui ont acquis la nationalité depuis 1 an ou 2 ne voteront que dans 10 ans, vous allez voir le tollé général que ça va produire. Là, en Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et alors, on crée une liste spéciale pour l'élection du Congrès et des assemblées de province, ouverte aux seuls détenteurs de la citoyenneté calédonienne. Et la liste électorale pour les référendums sera ouverte avec d'autres conditions restrictives, notamment pour les référendums prévus en 2014 pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie avant 1998. Donc là, ça va encore plus loin, c'est en gros une quinzaine d'années de résidence pour pouvoir voter.
Autrement dit, on trafique ce fameux suffrage universel, comme en France, on n'oserait pas le faire. Et que si on le propose en France, aussitôt on va être traité de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Alors, à la différence de quelqu'un comme Pierre Messmer, qui lui avait compris le problème, et qui, à l'époque où il était Premier ministre sous Pompidou, voulait envoyer un maximum de Français pour s'installer en Nouvelle-Calédonie, pour transformer le rapport de force démographique et implanter la France, parce qu'effectivement, l'élément déterminant dans l'histoire, c'est la démographie. C'est la démographie. Ce sont les peuples démographiquement dynamiques qui dominent, qui occupent. Voilà. Pierre Messmer avait dit qu'il faut envoyer les Français pour s'installer là-bas. Là maintenant c'est fini. C'est fini. Avec les socialistes, avec les Chirac et tous les républicains de pacotille, enfin pas pacotille, mais surtout les Français de pacotille qui étaient ces gens-là, ou que sont ces gens-là, il n'est pas question de coloniser. Coloniser la France, oui, par l'invasion. Nous installer dans d'autres terres, pas question. Et alors... déjà, hein, qu'ils reconnaissent le droit du sang aux Kanaks, oui, c'est... Voilà. Alors qu'ils ne le reconnaissent pas eux-mêmes. Voilà. Alors que normalement, une politique conséquente aurait dû être un petit peu celle qui a été pratiquée par les Néo-Zélandais vis-à-vis des Maoris. Les Maoris ont un petit peu en Nouvelle-Zélande le même statut que un équivalent que les Kanaks. Bon, ils ont trouvé, on leur a donné un statut d'autonomie, ils participent entièrement au pays et les choses se passent bien. Oui. Nous, on n'avait qu'à proposer ce genre de choses. Non, c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. On est trop jacobins sans doute. Voilà. Et alors donc finalement, on arrive à ce référendum, parce qu'on fait un référendum finalement, 2014, c'est trop tôt, on ne le fait pas, on le fait en 2018, donc 20 ans après, les gens qui n'étaient pas là en 98 n'ont toujours pas le droit de voter. Bon. Et alors finalement, le non à l'indépendance obtient 56,4% des voix. Donc la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Ça ne va pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'on va revoter un peu plus tard. Et alors, on a revoté un deuxième référendum en 2020. Ah, alors là, au lieu de 56% pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron français, on passe à 53 et quelques pourcents. Ah, mais c'est pas suffisant, ça ne va pas du tout. Bien qu'on ait mis à l'écart 20% de la population de Nouvelle-Calédonie encore du corps électoral. Alors, on a décidé d'en voter au mois de décembre prochain, donc en décembre 2021. Voilà. Et là, effectivement, lorsqu'on entend certains discours, certains propos, mais ils sont très peu relayés, puisque, comme je le répète, la question n'intéresse pas grand monde. On entend un espoir, enfin cette fois-ci, ça va passer en dessous de la barre des 50. Ça risque d'ailleurs, oui. Ça risque, mais c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus. Alors, c'est très bien, va-t-on dire, on décolonise. Voilà, alors les Kanaks vont devenir indépendants. C'est beau la Kanakie indépendante. Alors, quelles conséquences? Alors, la Kanakie indépendante, c'est un petit peu comme l'Algérie indépendante. Vous avez des Français, vous avez des Algériens, là vous avez des Français, vous avez des Kanaks, et je pense que compte tenu de l'état d'esprit actuel, on va dire aux Français, vous n'êtes pas chez vous, dégagez. Ça risque. Alors, en termes de population, si vous avez 80 000 Français là-bas, effectivement, 80 000 Français, on les charge dans des bateaux et des avions, ils reviennent chez nous. Ça n'a rien à voir avec le million de pieds noirs qu'on a importé, donc il ne faut quand même pas chipoter, diront certains. Non, mais c'est comme... Oui, alors, on risque d'avoir, effectivement, et là je les comprends parfaitement, des sortes d'OAS qui vont se créer, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle a été mise en valeur par les Français. Si les Kanaks étaient restés seuls là-bas, ils continueraient à se manger entre eux et puis à faire la chasse à la cueillette. Oui, donc ça pourra créer quelques... Donc ça créera des problèmes. Ça créera des problèmes importants. Si en France il y avait un sursaut nationaliste conséquent, ça pourrait permettre peut-être de soulever le régime, enfin contre le régime, n'y comptons pas trop.
Mais, il y a toute une population qui risque de partir. Ça risque de se passer comme en Afrique du Sud, comme en Rhodésie du Sud. Et puis la Nouvelle-Calédonie risque de voir son niveau de vie baisser, comme c'est le cas en Afrique du Sud et comme c'est le cas en Rhodésie, où, je le rappelle, depuis le départ du pouvoir blanc de Ian Smith, poussé à la porte par les Occidentaux, les Anglais, les Français et tous ces gens de bonne conscience antiracistes et droits de l'hommiste, un peuple qui vivait relativement bien, sous évidemment la suzeraineté, si l'on peut dire, de 600 000 Européens en Rhodésie. Aujourd'hui, vous avez 7 à 8 millions de personnes qui sont des malheureux qui crèvent la faim. Vous pensez même, si on est au XXIe siècle, ça entraînera à peu près les mêmes conséquences que... Alors peut-être pas avec l'ampleur de ce qui s'est passé avec Mugabe, mais oui. disons, ça risque de prendre le même chemin. Et la Nouvelle-Calédonie ne sera pas perdue pour tout le monde. Parce que... C'est là où vous en venez aux enjeux stratégiques. Et c'est là que j'en viens aux enjeux stratégiques. Nous ne devons pas perdre la Nouvelle-Calédonie, nous devons au contraire tout faire pour la garder. Parce que, d'une part, ne serait-ce que d'un point de vue altruiste, les Kanaks ont beaucoup plus à gagner avec le maintien de la France, d'autant plus qu'il faut savoir que la France, depuis des années et des années, déverse des sommes d'argent extraordinaires pour développer le pays, pour assurer un niveau social important. Mais ces sommes, on n'en aurait pas besoin localement, en revanche. Comment mais voilà, mais l'utilisation, ça coûte toujours très cher. Mais on distribue énormément d'argent pour permettre à ce pays-là et à toutes les populations du pays de se développer. Un petit peu comme on faisait en Algérie. On dépensait des sommes folles. On dépensait faramineuses pour développer le pays, pour maintenir un niveau de vie. Bon, au point que j'ai des amis qui étaient des colons en Algérie et qui sont partis, les pieds noirs, et qui quelques années après ont vu arriver, ils étaient tellement mauvais, ces colons, ils étaient tellement mauvais, ils étaient propriétaires de vignes et autres, qu'ils ont vu arriver, en ayant reconstitué le propriétaire en France, arriver leurs anciens ouvriers d'Algérie qui leur demandaient est-ce que tu peux m'embaucher? Ah oui, voilà, donc voilà. Et les femmes disaient dis donc, ça finit quand l'indépendance? Bon. Non, mais ce sont des faits vécus, des histoires vécues, mais qui expliquent la réalité. Donc, en Nouvelle-Calédonie, un problème identique, d'une manière ou d'une autre, se produira. Alors, nous devons donc nous y maintenir, ne serait-ce que pour une raison, droit de l'homme, c'est une raison altruiste, si l'on veut dire. Mais nous devons nous y maintenir aussi, parce que ce sont des terres françaises que nous avons mises en valeur, ce sont des terres qui ont une importance géostratégique de premier plan, ce sont des terres qui nous permettent d'avoir le deuxième territoire maritime du monde, qui nous permettent de nous implanter dans la région et de jouer le rôle géopolitique que la France, malheureusement, a de plus en plus de mal à tenir parce qu'elle perd sa souveraineté, parce qu'elle la donne à l'Union européenne et puis à tous les groupes transnationaux qui nous piquent de partout. Mais la France doit se maintenir, le rôle de la France est de jouer un rôle international et à travers ces terres maritimes, elle doit se maintenir, elle doit rester là-bas, ne serait-ce que pour une raison de volonté de puissance, une raison de politique de puissance que tout État souverain, que tout État digne de ce nom doit vouloir pour exister à travers le monde. C'est une question de rapport de force, une question de puissance. Bon, ensuite, il y a la question du nickel. Tout à l'heure, j'ai parlé que le nickel était une des principales affaires économiques, sinon la principale affaire de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est quand même le pays qui est le premier producteur de nickel au monde. Le nickel est un métal qui est extrêmement utilisé dans l'industrie, donc les enjeux sont extrêmement importants. Alors, actuellement, il y a une crise extrêmement importante, c'est-à-dire que l'usine du Sud d'extraction de nickel et de raffinement du nickel connaît des difficultés assez importantes. L'usine de Goro est plus ou moins en faillite,
Et alors, avec une gestion calamiteuse, avec la volonté de donner des participations à ceci, à cela, en voulant libéraliser le système, on est en train progressivement, non seulement de détruire notre industrie du nickel, mais en plus, à terme, de la laisser passer entre les mains de puissances étrangères. Qui, dans le contexte actuel, Voilà. donc, plus que les États-Unis seront la Chine. Alors, pour faire pression sur l'État, aujourd'hui, les indépendantistes multiplient les blocages. Ils demandent d'avoir des participations dans la société. Bon, pourquoi pas, du moment que la direction reste française. Ils multiplient les sabotages. Donc, ils entravent l'exploitation du nickel. Et ça représente énormément de travail. Sur une population de 270 000 personnes, le nickel emploie 13 000 personnes. Alors quand vous pensez 13 000 salariés, plus toutes les familles alentours et tout ce que ça fait vivre, c'est le fond de l'économie du pays. Donc aujourd'hui, on assiste à la destruction méthodique de par l'incurie du gouvernement français qui ne veut pas se mêler, qui ne veut pas ci, qui ne veut pas ça, mais enfin ça, on sait ce que c'est, une destruction méthodique d'un outil industriel qui fait vivre des milliers de personnes et qui assure la stabilité et la prospérité économique de la Nouvelle-Calédonie. Et alors, évidemment, avec le temps aujourd'hui, la mayonnaise se prend et les discours radicaux se développent de plus en plus. Et on commence à entendre qu'il faut battre sa coulpe, que ceci, que cela et autres. Non, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. Ne serait-ce que, par exemple, du point de vue fiscal, on a défiscalisé l'année dernière 138 millions d'euros de revenus afin de dynamiser le territoire. Allez demander ça pour la France, pour le territoire métropolitain. Et aujourd'hui, alors certes, la France donne de l'argent au pays, mais elle ne se donne plus les moyens réels de se maintenir, de tenir l'industrie du nickel et autres. La privatisation, toutes ces choses-là, ça peut marcher dans certains cas, mais ça ne marche pas dans d'autres cas. C'est tout simplement donner le pays à des prédateurs, à des financiers, à des affairistes. Là, c'est une question d'intérêt national et la France doit conserver la majorité et la maîtrise de l'industrie du nickel. Et si la France ne le fait pas, qui va arriver ? La Chine. La Chine. Parce que la Chine est à l'affût. Dans l'océan Pacifique, la Chine avance ses pions. Ce qui est tout à fait normal, en ce sens que, en gros, c'est sa Mare Nostrum. Alors, c'est plus proche de chez eux. C'est beaucoup plus proche de chez eux. La Chine s'installe un peu partout en Océanie. Elle s'installe au Vanuatu. Elle s'installe aux îles Fidji. Elle s'installe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle crée des ports. Elle crée des routes. Elle crée des centres d'extraction. Elle crée même des écoles. Enfin, elle fait un peu de philanthropie pour s'attacher les populations. Les Chinois ont toujours été des gens, disons, très stratèges en la matière. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Ils sont très peu implantés en Nouvelle-Calédonie, mais ils ont lié des liens très suivis avec les indépendantistes néo-calédoniens, qui eux sont tout contents de s'entendre avec les Chinois, qui sont si gentils avec eux. Donc, autrement dit, alors il y en a un, Roch Wamitan, qui est président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, donc qui est le Parlement local de Nouvelle-Calédonie. Eh bien, il est membre éminent de la société d'amitié sino-calédonienne. Et ce monsieur, alors, il dit que, effectivement, on s'entend avec les Chinois, mais qu'il est normal de se rapprocher avec la Chine. Nous allons développer des partenariats de tourisme en aquaculture. Nous allons pouvoir développer des partenariats de développement économique. La Chine, alors il dit exactement, la Chine souhaite nous aider, mais nous sommes freinés car nous n'avons pas la compétence principale en matière de relations extérieures. Vous voyez, voilà, la Chine n'est prête à les aider si nous on abandonne la souveraineté là-bas. Vous voyez, ils sont gentils. Hein. Et voilà. Et alors ce monsieur, il dit, monsieur Wamitan, il dit, on fait avec la marge de manœuvre que nous laisse notre statut. Vous voyez, les Français les brident, les pauvres malheureux. Le jour où ils vont être indépendants, la Chine va tout leur donner, c'est formidable.
Et alors, mais ce monsieur n'est quand même pas un idiot. Il le dit lui-même, il dit « je suis pas naïf ». Voilà, il se dit « je ne suis pas naïf sur le jeu des Chinois dans la région. Je sais très bien que les Chinois veulent profiter de nous. Mais tout sera une question de dosage et nous y veillerons. » Bah, ils vont mordre de plus en plus de terrain. C'est ce qu'on avait dit en 39, ça. Voilà. Donc voilà, donc, mais il ne faut pas se... Donc autrement dit, Pékin se voit en partenaire, entre guillemets, altruiste des indépendantistes nouveaux calédoniens, qui eux voient dans la Chine quelque chose d'extraordinaire. Et bon, il ne faut pas être dupe. Si la France quitte la Nouvelle-Calédonie, Pékin va venir s'y installer. Alors il se passe quand même une chose, c'est qu'actuellement, la France a trouvé des alliés auxquels on n'aurait pas pensé il y a une trentaine d'années, même 40 ans, notamment avec l'affaire du Rainbow Warrior. Vous vous souvenez, cette affaire de bateau de Greenpeace qui avait été dynamité par des gens de la DGSE, enfin du SDEC, et qui nous avait valu l'ire extraordinaire des Australiens, des Néo-Zélandais, et de toutes ces choses-là. Qui nous rendent des responsables de tout, des essais nucléaires, des assautes. Voilà, oui. Je crois qu'on n'avait pas pire ennemi à l'époque, c'était pas la Chine, notre ennemi, c'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Oui, mais voilà, il se passe une chose. C'est que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, eh bien, se trouvent confrontés à l'expansionnisme chinois. Eh bien là, ils disent plus la même chose. Et actuellement même, les relations entre l'Australie et la Chine se sont tellement dégradées que l'on se demande si on ne va pas arriver à la guerre. À la guerre. Voilà. L'Australie tient des propos très martiaux vis-à-vis de la Chine, et la Chine en fait autant. Parce qu'évidemment, c'est une question de survie. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, l'Australie vient demander à la France de tout faire pour garder la Nouvelle-Calédonie, et à la limite serait prête à coopérer. Oui, à coopérer, à s'installer à notre place, à la limite, si on partait. Donc, effectivement, les Européens, à force de s'entre-déchirer, font le jeu d'autres civilisations. Donc, l'enjeu néo-calédonien est extrêmement important. Si nous perdons la Nouvelle-Calédonie, la France va rétrograder encore dans son statut de puissance internationale. Déjà pas mal réduit parce que nous n'avons plus de souveraineté, puisque tout est passé essentiellement à Bruxelles, et puis que nous avons un président qui dit qu'il n'y a pas de culture française, qui dit que les Français... ce sont des gros problèmes sur place aussi. On a des gros problèmes chez nous. En gros, on est dirigé par une oligarchie, par une pseudo-élite antinationale qui méprise, qui nous méprise. Enfin, en gros, on est gouverné par des criminels et des traîtres. Il faut dire les choses comme elles sont, et puis c'est tout. Bon. Puis cette Chine, dans sa stratégie géopolitique, il y a quand même la China Foundation en France qui fait pas mal de... Et en France, oui. Ça, après l'American Foundation. Il ne faut pas oublier de le dire. En France, nous avons des ministres formés. Oui, la France China Foundation, qui est une sorte de club qui réunit les éléments les plus dynamiques de la France et de la Chine pour développer une coopération entre les deux pays, qui fait le pendant des Young Leaders transatlantiques, dans lequel on trouve à peu près les mêmes. Hein. Alors, dans cette Young America China Foundation, on n'appelle même pas ça la fondation franco-chinoise, non, on a utilisé ce mot-là. Ça en dit long, créé à l'initiative de la Chine. Bien, vous retrouvez dedans Édouard Philippe, vous retrouvez Édouard Macron, vous retrouvez Véran, le ministre de la Santé, vous retrouvez nombre de personnes, vous retrouvez Bayrou, vous retrouvez tous ces gens-là qui, curieusement, font les yeux doux à la Chine. Ils sont à la pointe du covidisme, là, bien comme il faut. Ils sont à la pointe du covidisme, oui. Tous les vaccins dont vous parlez. Voilà, bon. Et même la France. Donc, alors, vous avez tous ces gens-là qui sont installés en France, donc qui sont des relais objectifs de la Chine. Vous avez la Chine qui, en France, finance pour à peu près 1 milliard par an des encarts publicitaires et économiques et des articles dans la presse française. Même l'Euro de foot, le match France-Suisse, je voyais qu'il y avait des panneaux publicitaires chinois, 100% chinois aussi. On se demande ce que ça fait là. Quoi. Oui, on peut se le demander. Parce que c'est même le match de l'Euro. Eh bien voilà, bon, ben là vous avez la réponse. C'est impressionnant. Vous avez la réponse.
vous vous rendez compte, donc, tous ces encarts publicitaires, Mhm. donc, il y a une formation. Vous avez les instituts Confucius en France. Institut Confucius, vous en avez 18 en France. Alors là, que la Chine, que n'importe quel État diffuse sa culture, la fasse connaître, il n'y a rien à dire. Ça fait penser à l'Institut du monde arabe. Là, Mais dit que comme l'on ça, diffuse nos idées, c'est normal en France. Vous avez aussi l'Institut Goethe pour l'Allemagne. Nous aussi, on a nos instituts à travers le monde entier Oui. pour développer notre culture. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais seulement que l'on ne soit pas dupe, que l'on ne se laisse pas faire, que l'on ne se laisse pas avoir. Quand vous savez, par exemple, que la Chine, aujourd'hui, bon, il y a des partenariats entre les CHU, c'est-à-dire les centres hospitaliers universitaires français, et la Chine, qu'il y a des partenariats, que curieusement, la Chine envoie ses hirondelles, c'est-à-dire des jeunes filles, faire des études Des hirondelles. et volter. Des études approfondies. Oui, autour des grandes écoles militaires françaises, notamment à Brest, autour de l'école navale, et on se rend compte peu après qu'il y a un nombre d'officiers français qui convolent avec de jeunes chinoises. Ah bah. Alors je ne veux pas mettre encore en difficulté juger des affaires de cœur, mais bon. Ça sent mauvais. Ouais. Là encore, ne soyons pas dupes. Alors qui va retourner l'autre? Mais bon, on peut parfois craindre le pire. Hein? Non, mais il ne faut pas être dupe. Alors la Chine joue son jeu. Elle achète plein de terres chez nous. Hein? Il y a quelques années, on a parlé de l'achat de 7000 hectares de terre dans le Berry. Même dans les grandes villes aussi, il y a des rachats un peu partout. Ça fait quelques encarts publics, quelques encarts de révolte, mais on n'en a pas pu se parler. À Paris, 14% de l'immobilier, des transactions immobilières est le fait de sociétés ou de particuliers chinois. On n'en parle pas. Ils achètent le vignoble et autres. D'autant plus que... Les tabacs, c'est connu aussi. Voilà. Les tabacs. Les commerces. Les tabacs, les commerces. Alors, la Chine, je le répète, joue sa partie. D'accord ? Mais nous, on n'a pas à la laisser jouer sa partie contre les intérêts français. Et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie doit être intégrée effectivement à cette sorte d'infiltration de la Chine, de Xi Jinping, sur l'ensemble de la France. Hein? Alors, je le répète, la Chine joue son jeu, elle a parfaitement le droit de le jouer, et si moi j'étais à la place du chef d'État français, en tant que Français, je jouerais un jeu pareil de la France vis-à-vis du reste du monde. Mais seulement, les autres ne sont pas obligés d'en être dupes, de me laisser faire exactement ce que je veux, et nous, on n'est pas obligés de laisser les Chinois faire ce qu'ils veulent. Inversement, oui. Voilà. On a un peu moins confiance avec ce qu'on a à la tête. Bon, vu le matériel humain français, ils doivent... Aujourd'hui, vu le matériel dirigeant... Oui, le matériel humain dirigeant que l'on a aujourd'hui... C'est un peu comme le mépris d'Erdogan. Voilà, mais le mépris d'Erdogan, Erdogan, il a parfaitement compris. Il ne se permettra jamais avec Poutine ce qu'il se permet avec une Merkel ou un Macron. Oui. Hein? Et d'ailleurs, même en France, il n'y a plus d'autorité. On l'a vu, la fameuse baffe que Macron a reçue. Bon, oui, c'est emblématique. Comme on aurait dit au XVIIIe siècle, un soufflet. Oui, c'était un soufflet d'ailleurs, parce qu'il n'a pas tapé trop fort. Il n'a pas tapé trop fort, c'était un soufflet. Mais on peut dire que dans le temps, les chefs d'État se faisaient maltraiter, avaient des attaques physiques. Mais au moins, à l'époque, on respecte l'autorité, en ce sens qu'un chef d'État, on lui tirait dessus. On la battait. C'est vrai que c'était plus violent. Tandis qu'aujourd'hui, on se contente d'un soufflet. Mais non, mais ça montre dans quel état on en est. On prend même plus le peine de lui faire l'honneur de lui tirer dessus. En même temps, oui, il fait venir des travelots africains à l'Élysée pour la fête de la musique. Oui, pour la fête de la musique. Mais il y a des choses qui font que oui, il n'est pas très respectable. On peut dire que depuis Sarkozy, encore vous aviez Mitterrand, il tenait sa place. Vous aviez Chirac, tenait sa place, il faisait en sorte de respecter la fonction présidentielle. Plus ou moins. Mais bon. Hollande, ça y est, tout est terminé. Mais Sarkozy, déjà. Sarkozy que l'on voit en jogging. Sarkozy que l'on voit en jogging sur les marches de l'Élysée. Et puis cette histoire de prise d'otage, là, je sais pas si vous vous souvenez à un moment où, en fait, il prend la mairie, en fait, il prend la mairie de Neuilly à un moment donné, et il y avait eu, en fait, une espèce
d'attaques isolées. Sarkozy, il avait, oui, il avait la mairie de Neuilly, et puis en plus la paire de baffes que Jacques Martin lui avait donné lorsqu'il avait convolé en noces avec, en deuxième noce avec la deuxième femme Bruni, de Jacques Martin. Là. Non, avant. Bon, et puis les procès qu'il a toujours encore aujourd'hui. Et puis tous les procès qu'il a aujourd'hui. Bon, Hollande avec sa motocyclette qui quitte l'Élysée. Bon, et puis Sarkozy avec ses beaux Africains avec qui il se fait photographier, qui lui font un doigt d'honneur dans le dos. Mais non, mais la fonction présidentielle. Mais ces gens-là détruisent non seulement la fonction présidentielle, ils la ridiculisent parce qu'eux-mêmes sont ridicules. Ils Voilà. sont peut-être là pour ça. Qu'ils soient là pour ça ou qu'ils ne soient pas là pour ça, mais enfin de toute façon. C'est pas leur place en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas leur place, et Ouais. du point de vue de la France, eh ben, ils ne sont plus respectables. Et les dirigeants étrangers qui sont conséquents, qui sont eux de véritables hommes d'État, ben, ne s'y trompent pas. Oui, c'est clair. Puis ils y vont. C'est clair. Mais de même que nous, mais, bon, on fait un petit peu d'histoire, mais on revient dans les années 30. En 1935, vous avez un certain chancelier allemand qui, voulant réparer... Qui ça Qui un certain chancelier Qui, allemand qui, voulant réparer disons, les stupidités du la traité de République de Versailles, Weimar, ah oui. a voulu récupérer militairement la Rhénanie. Tous ces généraux, disons, lui disaient, mais l'armée française va nous tomber dessus. Il lui a dit, mais non, regardez-les comme ils ont un mouvement pacifiste extrêmement important. Oui, Ils changent de ministère tous les 36, ils ont les Stavisky, toutes les affaires sur le dos. Vous en faites pas, agiront Faut pas. y aller, oui. Ben, on y va. Et effectivement, qui a eu raison. Donc aujourd'hui, on est dans la même situation. Les années sombres. Ben, voilà. Oui, les années sombres, pour la France, oui. Bon, aujourd'hui, on est retombé dans les mêmes travers. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque les vaincus de 40 ont été ramenés au pouvoir par De Gaulle dans les fourgons de l'Amérique. Oui, tout à fait. Mais non, mais il y a une continuité. On a Il faut récupéré dire la qu'il y a une situation, continuité. ouais. Voilà. Alors, il y a eu une période, effectivement, il y a toujours des sursauts, mais bon, on est retombé dans les mêmes travers, dans les mêmes travers aujourd'hui. D'ailleurs, Oui, puisque effectivement. nous sommes là fin juin, il y a eu des élections il y a quelques jours. Oui, on en parlait au tout début. On en Mais c'est un record. Oui, le record de l'abstention, Le c'est une record. victoire morale ça, sur Oui, alors, l'électoralisme. le record de l'abstention, alors on nous dit les gens n'ont pas voulu aller voter pour le coronavirus. Oui, moi je veux bien. C'est Alors, une excuse pour le vote informatique. alors je vais dire allez 1%. Allez, je vais dire Ah oui, 1%. voilà, oui. Allez, voilà, je vais dire 1%. Ou alors ils ont dit, comme c'était les moins de 40 ans avaient fait une abstention jusqu'à 82%, ils ont dit que les jeunes n'étaient pas à la page. Non, les gens. Ça s'inverse, Non, non, c'est les non, jeunes mais qui sont pas à la de page. toute façon, il faut savoir une chose. Bon, aujourd'hui, le citoyen lambda est méprisé, n'a pas pris sur le pouvoir, Oui, est dirigé par des gens qui se fichent éperdument d'eux. Patrick Buisson disait le prolo aujourd'hui, c'est le gars qui est attaché à sa terre, quoi. Il n'y a plus rien. Mais on n'a absolument rien. Aujourd'hui, en plus, les centres de décision se reculent. Si vous prenez Avec les grandes régions, l'Union européenne. les grandes régions qui ne veulent plus rien dire, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine est plus grande que l'Autriche, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, Mais c'est pas le pire des noms, hein, parce que quand Non. ils mettent Hauts-de-France et tout oui, ça. Hauts-de-France, oui. Hauts-de-France, moi je préfère le Genièvre à l'Hauts-de-France, mais enfin bon, c'est pas grave. Moi, excusez-moi. Et donc, vous avez les intercommunalités qui éloignent de plus en plus les centres de décision. Les gens savent très bien que, quel que soit le bulletin qu'ils mettront dans l'urne, ils vont payer plus d'impôts la fois suivante. Ils vont voir arriver des innovations incongrues de la part de politiciens qui vont vouloir faire plaisir aux minorités LGBT, à toutes les minorités droits de l'homiste, réchauffistes, tout ce qu'on peut avoir de partout, qui va se traduire par une augmentation des impôts, une baisse de la qualité du service, et puis en définitive un abaissement du pays. Donc les gens, sans avoir une vraie conscience politique des problèmes, ils disent ça sert absolument à rien. Vox Populi, Vox Dei. Alors effectivement, même si demain il n'y a plus que 10% de votants, il y aura toujours des élus. Mais à terme, un régime comme ça ne tient pas. D'ailleurs, là, entre les deux tours des régionales et départementales, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut aller voter, parce qu'ils sentent très bien que leur base repose sur la pointe de la pyramide. Ils votent pour eux, quoi. Ça fait, Bon. Et oui, bon, vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, peut-être une conclusion, mais en soi, Bon, vous alors, avez dû dire ce que oui, vous avez à dire. la Nouvelle-Calédonie doit absolument rester française. C'est une question de puissance de la France.
c'est une question de fierté nationale, c'est aussi une question d'altruisme humain, parce que sans la France, les populations, même indigènes du pays, qui se plaignent de la France, vont vivre des situations dramatiques, comme toutes les situations, comme tous les pays anciennement colonisés et abandonnés par la France ont vécu depuis lors. Ouais, donc pour l'intérêt national, le bien commun. Alors, Ouais, l'intérêt national, le bien commun, le bien humain, la France doit rester en Nouvelle-Calédonie. Et nos dirigeants qui, de plus en plus, veulent à tout prix faire voter les gens pour arriver à l'indépendance, ce sont des inconséquents, ce sont des traîtres, et finalement, ce sont des gens qui, dans ce domaine-là, comme dans le reste, vont contre la France, contre les Français, contre notre histoire. Ce sont les ennemis de la France, et nous devons les combattre par tous les moyens dont nous pouvons disposer. C'est tout, pour les renverser et pour rétablir la France. C'est le fond de notre combat. C'est le fond de notre combat. Alors un jour ou l'autre, ça arrivera. La question, c'est de se donner les moyens d'y parvenir de manière sérieuse, et non pas par un coup d'éclat à droite à gauche, par une parole, par autre chose. C'est un travail de fond qui doit se faire pour gagner l'âme des Français et pour être prêt, le moment venu, à ce que la nouvelle élite nationale française rencontre la volonté des Français et rétablisse la France. Voilà, c'est le vrai problème. Très bien. Est-ce que vous pouvez recommander l'abonnement à la revue? Alors, je vais recommander l'abonnement à la revue Militant. Oui, effectivement, la revue Militant paraît 11 fois par an. L'abonnement normal est de 59 €, mais l'on peut souscrire un abonnement d'essai de 6 mois à 25 €. Pour vous abonner, vous pouvez aller sur le site revue-militant.fr ou nous écrire à Militant, boîte postale 154 75 463, Paris, CEDEX 10. Le numéro dans lequel figure l'article sur la Nouvelle-Calédonie était le dossier, c'était l'élément principal de ce numéro, qui comprenait, entre autres, la déconstruction, acide destructeur suprême de la civilisation européenne, le site nucléaire de Dimona en Israël, Corée du Sud, l'épée de Damoclès de la démographie, toujours la démographie, et les écologistes font pression sur les banques. Plus la rubrique du poil à gratter qui met en exergue les choses les plus incongrues de ce qui se passe dans notre pays, en France. Et alors, il s'agissait du numéro de mai 2021, le numéro 737. Voilà. Merci à vous, Monsieur Grandillon, et puis à l'entretien prochain et à la rentrée ensuite. Merci Florian.